Bonjour. Alors, il est toujours utile de rappeler qu'en physique, quand on fait la mesure d'une grandeur, eh bien, donner le résultat de cette mesure sans l'incertitude associée n'a aucun sens. Or, on utilise souvent la méthode dite de la régression linéaire pour déterminer la valeur d'une grandeur expérimentale. Du coup, comment fait-on pour déterminer l'incertitude lorsque vous déterminez la grandeur à partir de la régression linéaire? Donc on va voir qu'il existe un logiciel qui donne directement l'incertitude, par exemple sur la pente ou sur l'ordonnée à l'origine donc de la régression linéaire. Mais nous, du coup, on va plutôt voir comment on fait euh, par nous-mêmes pour déterminer cette incertitude, par exemple avec Python. Alors un petit rappel donc du principe de l'utilisation de la régression linéaire pour déterminer la valeur d'une grandeur expérimentale. Donc on cherche la valeur g, petit g d'une grandeur grand G, qui est supposée constante, en tout cas dans l'expérience que l'on va faire. Donc par exemple, le champ de pesanteur. On imagine qu'on fait une expérience dans laquelle la grandeur g qui nous intéresse va être reliée à deux grandeurs expérimentales qui peuvent potentiellement varier. Donc ces grandeurs, on les appelle x et y. Et du coup, on suppose que la relation entre y et x est une relation qui est affine. Donc y égale ax plus b, avec du coup la pente, ici a en général, qui va dépendre de la grandeur g que l'on cherche. Alors ça peut être b, mais c'est mieux quand c'est a. Du coup, a est une fonction de g, cette fonction s'exprimant avec potentiellement d'autres variables expérimentales qu'on va supposer constantes, soit parce qu'elles le sont vraiment, soit parce que du coup on les contraint à rester constantes. Alors prenons un exemple tout de suite. Imaginons qu'on veuille mesurer donc le champ de pesanteur petit g, et pour ça donc on va utiliser un pendule. Donc normalement au lycée vous avez tous étudié l'oscillation du pendule, et donc on voit que la période d'oscillation du pendule qui est donnée ici dépend directement de g. Et donc ici on a mis la période au carré, et on a bien la période au carré, qu'on va appeler y, est égale à quelque chose fois la longueur du pendule qui oscille. Donc ici on a bien y égale ax avec a qui dépend de g. Et donc si on trace théoriquement les points t carré en fonction de la longueur du pendule, on devrait obtenir une droite. Et donc en réalité, expérimentalement, il va toujours y avoir une dispersion autour de cette droite. Et donc on va faire une régression linéaire à l'aide de la méthode des moindres carrés pour voir la meilleure droite qui va, ce qu'on appelle fitter, les points expérimentaux. Donc ici, par exemple, ça serait quand même plus malin de faire la longueur en fonction de t carré, parce qu'à ce moment-là, on aura L qui sera égal à G sur 4pi carré fois t carré. Et donc à ce moment-là, à chaque fois, G est incluse dans la pente, mais dans le second cas, G est directement proportionnel à la valeur de la pente, alors qu'ici c'est inversement. Et du coup, quand on va déterminer l'incertitude sur la pente, on en déduira l'incertitude sur G, donc en faisant les petits calculs qu'on a vus en cours, mais donc ça sera beaucoup plus simple dans le cas de droite que dans le cas de gauche, puisque sinon ici il y a une fonction inverse. Bref, alors prenons un exemple ici donc pour montrer comment on fait pour déterminer l'incertitude sur la pente. Donc j'ai pris un ensemble de points totalement, c'est pas du tout quelque chose de physique, j'ai pris x qui varie entre 0 et 5 par pas de 1, et j'ai pris des valeurs de y qui sont marquées ici. Donc si on trace les points expérimentaux y en fonction de x, voilà ce qu'on obtient. Donc on voit bien que ici, ça semble suivre donc une loi linéaire, y égale quelque chose fois x. Pardon. Ensuite, on va donc chercher la droite
qui va se rapprocher le plus des points, donc en utilisant ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés, mais ça du coup c'est directement dans la fonction de régression linéaire du programme utilisé. Et donc le but c'est réussir à écrire que le A mesuré, eh bien, ça va être le A donné par la régression linéaire, plus ou moins l'incertitude, ou appelé aussi intervalle de confiance. Donc voilà ce qu'on cherche à faire. Alors pour être complet, on va associer à chaque mesure de x et de y une incertitude de mesure. Donc ici, j'ai pris pareil quelque chose de totalement artificiel. Voilà donc l'expression de mes incertitudes associées à x et y. Alors pourquoi on fait ça? C'est pas pour calculer l'incertitude sur la pente, mais c'est en fait pour voir si les points expérimentaux sont bien cohérents avec la droite de régression. Autrement dit, donc voilà par exemple ici les points avec les incertitudes associées. Et donc quand on va faire la droite de régression linéaire, eh bien est-ce que cette droite passe bien par les ellipses d'incertitude, ou est-ce que ça coupe bien du coup les incertitudes ou pas? Du coup, si vous avez certains points dont les droites d'incertitude, les segments d'incertitude ne sont pas coupés par la droite de régression, eh bien ça veut dire que ces points expérimentaux, il faudrait peut-être les refaire parce qu'ils ne sont pas bons, ou alors carrément les éliminer. Voilà donc pour la préparation. On a donc les points expérimentaux, les incertitudes associées, et donc maintenant on va faire la régression linéaire sur ces points. Alors, donc il existe un logiciel qui fait cette régression linéaire et qui donne directement les incertitudes associées à la pente et à l'ordonnée à l'origine. Donc ce logiciel, c'est Regressi, vous l'avez peut-être déjà utilisé au lycée. Donc il est très très bien, très puissant. Il a quelques petits défauts, il y a quelques petits bugs par-ci par-là, et parfois c'est assez compliqué de s'y retrouver à cause de ces petits bugs. Donc c'est aussi pour ça qu'on va tout faire par nous-mêmes avec Python. Malgré ça, donc j'ai mis ces points et les incertitudes dans Regressi, et donc voilà le résultat. Donc ici, Regressi ne fait pas des barres d'incertitude, il fait carrément les ellipses d'incertitude. Donc on a bien la courbe qui passe dans les ellipses la droite de régression qui passe dans les ellipses d'incertitude. Donc a priori, les points expérimentaux sont plutôt bons. Le fit est plutôt bon aussi. Et donc le résultat, c'est ici, la pente vaut 1,96 plus ou moins 0,06. Donc ici, je n'ai pas d'unité, et encore une fois, c'est totalement artificiel, mais normalement, évidemment, la pente devrait avoir une unité, ainsi que son incertitude associée. Donc voilà le résultat donné par Regressi directement à partir du moment où on fait la modélisation. Donc Regressi est vraiment très très pratique en physique. Bon, d'ailleurs, c'est un prof de physique qui l'a développé. Donc il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir. Vous rentrez les valeurs de x, de y, leurs incertitudes, et du coup, Regressi vous donne directement donc les valeurs de la pente, de l'ordonnée à l'origine et les incertitudes associées. Bien, mais le but de cette vidéo, c'est montrer comment on fait pour obtenir ça avec Python. Alors allons-y. Donc j'ai recopié ici sur le diaporama ce qu'il y a dans mon petit programme. Donc je vais plutôt moi ouvrir Spider donc, pour regarder le programme. Donc on importe comme librairie NumPy comme d'habitude en physique, Matplotlib pour afficher les graphes. Et puis donc ici, on va importer de la bibliothèque de statistiques de SciPy, donc les deux fonctions linregress et t. Alors t, on va voir un peu plus loin ce que c'est. Donc linregress, ça porte bien son nom, donc c'est pour faire la régression linéaire. Voilà, donc ça c'est la préparation. Comme d'habitude avec Python, on importe ce dont on a besoin. Ensuite, donc ici, j'ai rentré les valeurs expérimentales, enfin entre guillemets expérimentales. Hein. Alors donc ici, j'ai rentré 0, 1, 2, 3, 4, 5 avec un linspace. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais donc l'idée, c'est mettre les valeurs expérimentales dans des matrices. Donc ici, avec le module NumPy et linspace, donc ça fait automatiquement une matrice qui fait une ligne et ici donc 6 colonnes. Et si je veux rentrer à la main les valeurs dans la matrice, eh bien j'utilise np.array. Donc ça va me donner donc une matrice qui va être stockée dans la variable y.
Voilà, donc j'ai mis les 6 valeurs expérimentales de Y. Donc j'obtiens 2 matrices X et Y. Et puis ensuite, donc, j'ai fait les 2 matrices correspondant aux incertitudes sur X et sur Y. Donc ici, les incertitudes, ce ne sont pas des valeurs expérimentales sur chaque valeur, c'est une fonction. Donc je les détermine directement à partir de X et Y. Voilà, donc ici, je vais avoir mes 4 matrices qui vont me servir à faire ensuite la régression. Du coup, la régression, la voilà. Donc je fais l'in-regress sur le couple de matrices X et Y. Et l'in-regress va me renvoyer 5 arguments, donc caractéristiques de la régression linéaire. Donc A, la pente, B, l'ordonnée à l'origine. Ensuite, petit r. Donc petit r, c'est, vous l'avez sûrement déjà un petit peu vu si vous avez fait des régressions linéaires à l'aide de tableurs, Excel ou OpenOffice ou LibreOffice. Donc en fait, quand vous faites la régression linéaire avec un tableur, ça vous donne le R au carré. Et normalement, vos profs vous ont expliqué que si R au carré était très proche de 1, ça voulait dire que la régression linéaire était bonne, c'est-à-dire que les points sont très proches de la droite de régression linéaire. Donc la p-value, je ne vais pas développer, ça a un lien avec ça, toujours, au coefficient de corrélation. Nous, ce qui va beaucoup plus nous intéresser et qu'on va utiliser, c'est l'erreur standard. Ici, donc, comme dernier argument renvoyé par l'in-regress. Voilà, donc quand cette ligne va être exécutée, donc, eh bien, ces 5 arguments vont être stockés dans A, B, R-value, P-value et standard erreur. Voilà. Ensuite, donc, je vais faire les graphiques. Donc, pour tracer les points expérimentaux avec leurs incertitudes associées, il y a une fonction spéciale dans Matplotlib qui s'appelle errorbar. Donc dans errorbar, ça prend comme argument d'entrée donc les valeurs expérimentales qui vont aller en abscisse, les valeurs expérimentales qui vont aller en ordonnée, et ensuite donc les incertitudes associées. Voilà. Et ici donc c'est un argument qui précise le type de tracé de cette courbe. Donc ici, moi en fait, je veux les points expérimentaux et les incertitudes sans, sans objet pour représenter le point. C'est-à-dire moi je veux juste les barres d'incertitude et puis du coup le point expérimental sera à l'endroit où se croisent les barres d'incertitude. Je ne veux pas de point ou de croix ou de choses comme ça. Voilà donc pourquoi j'ai mis none dans FMT. Voilà. Donc quand on exécute le début, eh bien on obtient donc la courbe qui est ici. Voilà. Donc surtout ne jamais relier les points expérimentaux entre eux, ça n'a pas de sens. C'est l'équivalent du coup de faire un nuage de points avec les incertitudes associées dans un tableur. Voilà. Ensuite donc, vu qu'on a appliqué l'in-regress, eh bien il y a dans A et B le résultat de la régression linéaire avec la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc je peux également tracer la droite de régression en faisant plot x en abscisse et ax plus b en ordonnée. Et donc quand on fait ça, eh bien on obtient voilà, ces deux courbes, donc les différents points expérimentaux et la droite de régression linéaire. Donc je peux le faire ici en chargeant. Voilà, donc c'est bien ce qu'on obtient. Voilà, et là du coup on voit que les points sont quasiment alignés selon cette droite, mais il y en a certains qui sont un peu au-dessus, certains un peu en dessous. Mais on voit quand même que globalement les points sont très proches de la droite. Donc d'ailleurs si on veut, on peut prendre la valeur de R, la mettre au carré comme avec un tableur, et du coup on voit que le résultat est très proche de 1. Bon, mais nous, c'est pas ça qui va nous servir, nous on veut vraiment l'incertitude sur la pente. Alors comment faire? C'est là que ça se complique un tout petit peu. Alors, donc cette incertitude va être donnée à partir de l'erreur standard. Donc pour faire ce calcul d'incertitude, il y a deux possibilités. Soit vous utilisez le tableau
Oui, alors non, pardon, excusez-moi, c'est pas clair. L'idée donc, c'est il va falloir élargir l'erreur standard pour avoir un intervalle de confiance, comme on a déjà vu lorsqu'on calcule les incertitudes statistiques. Donc il y a un coefficient d'élargissement qui dépend ce qu'on appelle de la loi de Student. Donc c'est pas une loi normale, c'est la loi de Student qui permet d'obtenir ce coefficient d'élargissement. Et donc ce coefficient d'élargissement va tendre vers 2 plus avec le nombre de mesures. Donc si vous avez un très très grand nombre de mesures, eh bien ce coefficient d'élargissement, ça va être 2. Et plus le nombre de mesures est faible, plus le coefficient d'élargissement va être grand, parce que du coup vous avez peu de mesures, donc vous avez une très mauvaise confiance. Donc il va falloir élargir énormément votre erreur standard pour obtenir un intervalle de confiance, ici à 95%. Alors du coup, comment faire pour choisir ce coefficient d'élargissement? Eh bien, si on prend le tableau qui est ici, donc que je vous ai déjà donné en TP, donc ici, c'est lorsqu'on fait le calcul de l'incertitude statistique, et donc on a, selon le nombre de mesures faites, le coefficient d'élargissement. Mais ici, attention, si on cherche l'élargissement à utiliser avec la méthode de la régression linéaire et de son erreur standard, eh bien il ne faut pas prendre le cas dans la colonne correspondante. Donc ici, par exemple, j'ai 6 mesures, donc il ne faut pas que je prenne 2,57. Il faut que je prenne le cas de la colonne d'avant. Parce qu'en fait, c'est comme si on avait une mesure de moins quand on fait la régression linéaire. Donc c'est 2,78 qu'il faut que je prenne, bien que j'ai 6 mesures. Donc voilà pourquoi j'ai pris ici 2,78 pour avoir le delta. Voilà, et donc si on fait l'erreur standard fois 2,78 pour notre cas, eh bien le delta, il est marqué ici, eh bien on retrouve bien le 0,06 qui est le même que régressi. Donc c'est bon, on a bien trouvé l'incertitude élargie ou intervalle de confiance à 95% à partir de la régression linéaire. Donc c'est gagné. Alors si maintenant vous ne voulez pas utiliser ce tableau, si vous voulez une méthode générale, eh bien il faut donc utiliser la loi de Student. Et donc trouver le coefficient en fonction du nombre de mesures. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu galéré pour trouver comment faire avec Python. J'ai finalement réussi. Donc c'est là où il faut utiliser du coup la librairie T dans SciPy Stats. Donc je ne vous demande pas vraiment de comprendre comment on fait. Donc il suffit de recopier les deux lignes ici. Donc l'idée, c'est que pour avoir quelque chose qui marche, forcément, vous mettez dans nombre de mesures, du coup, la taille de l'une de vos deux matrices qui correspondent aux points expérimentaux, donc par exemple x. Donc ici, la taille de x dans notre expérience est 6, donc on va mettre 6 dans le nombre de mesures. Ensuite, donc k va être donné par cette expression-là. Donc vous la recopiez. Alors du coup, il se trouve qu'on montre, mais les calculs sont vraiment compliqués, que du coup, il faut prendre le coefficient de student n-2, où n, c'est le nombre de mesures. Donc voilà pourquoi ici, vous avez le nombre de mesures moins 2. Bref, ce qui compte ici, c'est que du coup, vous avez le bon coefficient de student, enfin d'élargissement, pardon, qui correspond à la méthode de régression linéaire avec le nombre de mesures correspondantes. Et du coup, après, il vous suffit de faire delta égale l'erreur standard fois k. Et donc, on a bien delta a bis calculé avec ici, qui est le même. Donc, ça marche. Et puis ici, dernière ligne, j'affiche du coup le résultat final avec donc le résultat qui est donné par A. Donc ça, c'est la pente expérimentale de la régression linéaire. Ici, donc A, c'est la pente de ça. Et puis donc l'incertitude élargie ou intervalle de confiance qui est donc donné par ce calcul delta A. Et donc voilà le résultat qu'on obtient. Donc le résultat c'est 1,87 blablabla plus ou moins 0,06. Donc ça c'est l'intervalle de confiance à 95%. Par contre, il faudrait encore écrire quelques lignes parce que ici il y a beaucoup trop de chiffres. Donc soit vous-même vous prenez le bon nombre de chiffres, donc on se souvient que pour l'incertitude élargie, on garde en général un chiffre, donc ici ça va être 0,06, et du coup vous adaptez
votre résultat pour A, ça va être 1,96 plus ou moins 0,06. Voilà, j'espère que ça aura été à peu près clair. Donc il suffit de reproduire ça à chaque fois lorsque vous utilisez la méthode de régression linéaire en expérience.